Waking up in the morning and the first thing I was doing is popping pills and smoking a blunt. I was in Berlin and I was alone in my hotel, and I remember there was like a window right there. I was gonna do it. Yeah, I definitely feel protective of her. I just want to protect her. Si je vous demande quel est le point commun entre Britney Spears, Justin Bieber, Michael Jackson et Billie Eilish, votre première réponse sera sûrement qu'ils font tous les quatre de la musique. Mais si on va un peu plus loin, ils ont un autre point commun. Ce sont des artistes qui ont connu la célébrité très jeune dans leur vie. Ces enfants ou jeunes adolescents fascinent le monde entier et font aussi rêver de nombreux autres enfants. Après tout, ils vivent la vie de rêve, font des concerts devant des milliers de personnes, sont aimés par des millions de fans dévoués, font de la musique pendant que tout le monde est à l'école et sont devenus riches. Sauf que derrière ce rêve se cache parfois un cauchemar. Rythme de travail effréné, sans pause y compris lors de maladies, quitte à vomir sur scène, émeutes de fans souvent irrespectueux dans les lieux privés, accès facilité à la drogue et à l'alcool, et parfois même exposition à une haine sans précédent. Justin Bieber, par exemple, a été élu le 5e homme le plus détesté d'Amérique à seulement 15 ans. Tout ça m'a fait me poser des questions. Comment ce phénomène d'enfant star ou d'adolescent star a-t-il émergé? Quels sont les risques liés à cette exposition des enfants et des adolescents, et comment l'industrie musicale et l'industrie du divertissement en général gèrent-elles ce risque? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Oui? Oui, ma chérie, c'est mamie. Dis-moi, est-ce que ça te dirait que toi et moi, demain soir, on fasse une soirée Netflix and chill? Parce que j'ai réussi à débloquer tout le catalogue Netflix Japon indisponible en France en un seul clic, rien que pour toi. Mais attends, comment t'as... Oh, mais toi qui es jeune, tu devrais le savoir. J'utilise CyberGhost VPN. En un seul clic, j'accède à tout le contenu géobloqué. Et en plus, CyberGhost chiffre mes données, masque mon adresse IP et me permet de surfer en toute sécurité, que je sois à la maison ou que je sois dehors sur des réseaux Wi-Fi publics. Mais attends, tiens, avec un seul abonnement, on peut connecter jusqu'à 7 appareils différents sur tous les supports disponibles, Windows, iOS, Android, etc. Je peux te partager mon abonnement si tu veux. On est déjà 38 millions à l'utiliser. Et si même ta vieille mamie y arrive, tu vas y arriver. Et puis tiens, pendant que tu y es, tu devrais en faire profiter les gens qui te suivent sur YouTube. Tu mettras en description un lien que je t'envoie. Il donne accès à tout le monde à un abonnement à CyberGhost VPN pour 2,3 € par mois, soit 83% de réduction et 4 mois offerts avec en plus une garantie satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Est-ce que tu viens voir Netflix demain avec moi ? Le phénomène des enfants stars n'est pas nouveau du tout. Du XVIe au XVIIIe siècle, il y a même un nom pour définir ces enfants stars, ce sont les castrats. Et ils subissent un traitement bien particulier puisque ce sont de jeunes garçons qui se font castrer, donc retirer ou inactiver les organes reproducteurs, entre l'âge de 6 et 12 ans. S'ils subissent ça, c'est pour que leur voix ne mue pas et qu'ils puissent ainsi interpréter les parties aiguës des partitions religieuses ou des opéras. À l'époque, les femmes ne sont pas autorisées à chanter dans les églises, mais le pape veut absolument les 4 registres polyphoniques à l'église, y compris les voix soprano. Alors, castrons les garçons. Après cette opération, les jeunes enfants sont envoyés dans des écoles spécifiques où ils vont apprendre à manier leur voix et les instruments de musique. Et à l'époque, certains d'entre eux rencontrent un énorme succès en sortie d'école, particulièrement en Italie, que ce soit dans les chapelles, mais aussi dans les opéras. Mais vous vous doutez sûrement que tout ça n'est pas la volonté des enfants, mais plutôt des parents. En réalité, une grande partie des castrats sont issus de familles modestes qui envoient leurs enfants se faire castrer en espérant qu'ils deviennent célèbres et qu'ils fassent fortune pour mettre la famille à l'abri. Et si des fois ça fonctionne, certains sont devenus de vraies légendes comme Farinelli, d'autres fois ça ne fonctionne pas. Parfois les enfants décèdent suite à la castration, parce qu'on est au XVIIe siècle et aussi parce que la castration n'est pas autorisée. Ça se déroule donc clandestinement dans des conditions sanitaires peu favorables. D'autres enfants perdent leur voix ou sautent la vie. Et même ceux qui survivent et ne deviennent pas fous ont en réalité assez peu de chances d'être célèbres. Mais tout ça va s'arrêter. À la toute fin du XVIIIe siècle,
siècle, les castrats disparaissent, ils seront même plus tard complètement interdits par l'Église, par le pape Léon XIII. Et si ils disparaissent, c'est notamment parce que les goûts musicaux évoluent et que la société, en règle générale, commence à se dire que c'est un peu barbare comme manière de faire. Mais ça veut pas dire que les enfants stars vont disparaître. En réalité, il y en a un que vous connaissez tous, c'est Mozart. Mozart, à 7 ans, il part en tournée européenne. Et il aime ça. Ça va le marquer pour le reste de sa vie, comme il le dira à son père dans une lettre écrite à ses 16 ans. Je vous assure qu'on est vraiment une pauvre créature si on ne voyage pas. Un homme de talent supérieur deviendra mauvais s'il reste toujours au même endroit. Cependant, que ce soit les castrats ou les enfants prodiges comme Mozart, tous ont un point commun. Ils s'adressent à un public très spécifique et limité. En dehors du cas des églises, ce sont des élites aristocratiques et cultivées qui accèdent la plupart du temps à la musique de Mozart par exemple. Il n'y avait pas de culture de masse. Mais justement, l'apparition de cette culture de masse va changer le destin des enfants stars. On the good ship, lollipop, it's a sweet trip to a candy shop. Elle, c'est Shirley Temple et elle est souvent considérée comme la première enfant star de l'ère moderne. Elle débarque en 1931 alors qu'elle n'a que 3 ans et débute non pas dans la musique mais dans le cinéma. Cependant, elle est très vite associée à la musique puisqu'elle interprète dans ses films des chansons qui deviendront cultes, dont celle que vous venez d'entendre, On the Good Ship Lollipop. Elle sortira plus tard des albums et son influence dans la musique de film de l'époque est immense. Et en parlant de cinéma, même si ce n'est pas le cœur du sujet de la vidéo puisqu'on se concentre sur les enfants stars dans la musique, on va quand même faire un petit tour du côté d'un enfant star dans le cinéma, parce qu'il a changé quelque chose de super important. Le petit garçon que vous voyez là s'appelle Jackie Coogan. Jackie commence sa carrière à 18 mois dans le cinéma et à 6 ans, il est repéré par non moins que Charlie Chaplin qui le fera jouer avec lui, notamment dans The Kid. Il a donc une carrière absolument fantastique et malgré la Grande Dépression qui frappe le monde entier à partir de 1929, le jeune Jackie gagne des millions de dollars. Problème, il n'en verra jamais la couleur. Sa mère et son beau-père dépensent la quasi-totalité de sa fortune, alors qu'il travaille depuis ses 18 mois. Sauf que cette histoire aura au moins un mérite. Elle fera bouger la loi californienne qui fera passer un texte surnommé la loi Coogan pour protéger les revenus des mineurs acteurs. Malheureusement, cette loi s'applique uniquement aux acteurs et aux mineurs qui font de la télévision, pas de la musique. Et on va voir un peu plus tard dans l'histoire que c'est un problème. Mais bon, revenons au cœur du sujet. À cette époque déjà, il y a quelques enfants stars qui s'adressent à un très large public. Mais ce n'est rien par rapport à l'icône qui va émerger dès ses 11 ans et qui va changer la musique à jamais. The Jackson 5 are here tonight. They're, without a doubt, one of the most popular singing groups in the entire world today. En 1964, 5 frères débarquent dans le monde de la musique sous la direction de leur père. Ces frères, ce sont les Jackson 5, dirigés par Joe Jackson. C'est quasi immédiatement un succès, le groupe remporte tous les concours de talent auxquels il participe, puis signe avec le label Motown et sort 4 morceaux consécutifs qui se hissent tous à la première place du Billboard. Bref, les Jackson 5, c'est un énorme succès orchestré en grande partie par leur père. Et justement, leur père est une figure assez controversée. Déjà, Joe Jackson, c'est quelqu'un qui voulait lui-même être musicien et qui n'a pas réussi. Ça, c'est une caractéristique qu'on va retrouver chez certains parents. La volonté de faire réaliser à ses enfants un rêve qu'on n'a nous-mêmes pas réussi à réaliser, sans que ce soit forcément la volonté propre de l'enfant. Mais aussi, Joe Jackson avait un rapport assez particulier avec ses fils. I don't think he realized to this day how scared. You would vomit. Mm-hmm. When would you vomit? What would produce that sort of reaction in you? His presence. Michael Jackson dira plus tard en interview qu'il pardonne son père et qu'il comprend mieux avec l'âge certains de ses comportements. L'idée de toute façon ici n'est pas du tout de juger l'éducation que donne un père à son enfant. L'idée est plutôt de souligner le rapport que peuvent entretenir les parents vis-à-vis de leur enfant quand ils attendent d'eux une réussite extérieure bien particulière. Réussite qui représente souvent le reflet de ce que eux auraient voulu être. On en reparle plus tard dans la vidéo. Mais pendant ce temps, il y a un nouvel acteur qui a débarqué dans l'industrie musicale et qui prépare un plan. Tout ne va pas se passer comme prévu, mais quand cette entreprise va arriver à ses fins, elle va créer la plus grosse machine à enfants stars de tous les temps. On est
en 1955 et Disney lance le Club Mickey, une émission de télé qui invite les enfants à chanter sur un plateau. Sur celui-ci se produira notamment à 11 ans la jeune Britney Spears. Si des émissions consacrées au talent des enfants existaient déjà, avec par exemple The Original Amateur Hour, lancé à la télé en 48 et qui verra notamment émerger Frank Sinatra, Disney va pousser l'idée beaucoup plus loin. Et pourquoi vont-ils pousser l'idée un peu plus loin? Peut-être un peu par frustration. Le Club Mickey se décompose en 3 saisons, avec d'assez longues pauses entre les 3, dues notamment à des problèmes économiques pour financer cette émission. Dans les années 90, le show voit passer sur son plateau Britney Spears, 11 ans, Justin Timberlake, 12 ans, et Christina Aguilera, 13 ans. Tous les 3 en même temps. L'émission leur donne une large visibilité auprès d'un jeune public américain. Le problème, c'est que le développement de la carrière musicale de ces 3 jeunes stars se fera en dehors de l'écosystème Disney. Je ne vous fais pas l'historique des 3, l'important c'est de comprendre qu'ils vont devenir des stars mondiales et que Disney ne touchera pas un seul centime de cette réussite, alors que la participation à l'émission leur a donné un tremplin incroyable. Disney comprend qu'il s'assoit sur un énorme potentiel, que s'il trouvait un moyen de gérer la carrière musicale de ces artistes, il ferait énormément d'argent. Et ça tombe bien, puisque Disney a les moyens financiers de faire ça, mais aussi les moyens techniques. D'ailleurs, il commercialise déjà de la musique avec une filiale spécialisée dans le domaine depuis 1960. Alors, ils vont préparer un plan. Au début des années 2000, en 2001 précisément, ils lancent un premier show, Lizzie McGuire. L'histoire est assez banale, typiquement américaine, c'est celle d'une jeune fille qui traverse l'adolescence. Le rôle principal est joué par Hilary Duff, alors âgée de 14 ans. Mais le plan de Disney, ce n'est pas de faire d'Hilary une actrice, c'est de faire d'elle également une chanteuse. Et c'est pourquoi ils font sortir très vite des albums à Hilary Duff. Et ça fonctionne. La série marche super bien, les albums marchent super bien, Disney a trouvé la recette. Et croyez-moi que maintenant qu'ils l'ont, ils vont l'utiliser. En 2006, Disney lance High School Musical dont la bande-son est un énorme carton, puis Hannah Montana avec la jeune Miley Cyrus, alors âgée de 13 ans. Ils signent et lancent les Jonas Brothers âgés de 14 à 18 ans. Ils font percer Selena Gomez à 15 ans, Demi Lovato à 16 ans avec Camp Rock. Disney vient de créer une machine à jeunes stars. Et on peut déjà remarquer que l'âge des enfants a un peu évolué au fil de notre histoire. Au tout début, avec les castrats, on parlait d'enfants qui avaient parfois 6 ou 7 ans, alors que Disney cible des profils un peu plus âgés, des préadolescents, voire des adolescents. Bon, vous avez maintenant une idée d'où viennent ces jeunes stars qui ont envahi le monde de la musique dans les années 90 et dans les années 2000. Maintenant, il faut qu'on parle des risques qu'elles encourent. Déjà, je pense qu'il faut différencier 2 catégories. D'une part, les jeunes qui sont absolument passionnés par un domaine, notamment plus des préadolescents, et de l'autre, ceux qui sont poussés par leurs parents. Là, peut-être plus des jeunes enfants. Les parents, dans tous les cas, transmettent des choses à leurs enfants. Si votre père est peintre, il y a des chances que vous aimiez la peinture. L'éducation, les adultes qui entourent un enfant et les comportements explicites et implicites qu'ils ont envers lui construiront socialement cet enfant. La question est, quelle est la limite de cette transmission ? À quel point un parent est-il en droit d'attendre que son enfant fasse ce que lui, en tant qu'adulte, veut qu'il fasse? Que peut-il mettre en place pour que son enfant réalise cette chose? Et à quel âge? Et il y a plusieurs manières de faire. Certains parents plongent leurs enfants très jeunes dans les domaines artistiques en les poussant à se professionnaliser, et ça pour diverses raisons qui sont propres aux parents, dont parfois justement l'envie de faire de son enfant ce qu'on n'a pas réussi à être personnellement. Quand j'étais jeune, je voulais être actrice. J'avais essayé d'intégrer une école. Quand Julia a grandi, on l'a orientée dans cette direction. Et tout ce que je n'ai pas pu accomplir moi-même, j'espérais qu'elle le fasse. D'autres poussent très jeunes leurs enfants vers des activités artistiques, mais sans ce processus de professionnalisation, en les laissant faire d'eux-mêmes. C'est le cas par exemple de Billie Eilish, dont les parents ont aménagé leur mode de vie autour de l'art, de la création. Ils faisaient l'école à la maison et pratiquaient énormément d'activités artistiques à côté. C'était très valorisé chez eux, mais jamais les parents ne les ont poussés, à notre connaissance en tout cas, dans des concours ou ni même à poster sur internet. Billie Eilish, c'est un produit de son éducation, mais elle a fait les choses elle-même. D'ailleurs, il y a un autre exemple, en dehors de la musique, qui a parlé de ça récemment, c'est Mbappé. Mes parents, ils m'ont jamais poussé, ils m'ont poussé à l'école, ça c'est vrai. Ouais. Mais le foot, il faut que ça vienne d'eux, laissez-les s'éclater déjà, et il y a un moment, ça deviendra sérieux.
Vous inquiétez pas, si ça doit devenir sérieux, ça deviendra sérieux. Et puis, il y a encore une autre catégorie, c'est les parents qui interdisent à leurs enfants tout ce qui approche les concours de musique ou les castings ou quoi que ce soit qui les professionnaliserait. En réalité, c'est surtout une question de morale. Et la morale, dans ce contexte, ça comprend deux choses. La morale de l'individu, votre notion personnelle du bien et du mal, mais aussi la morale de la société. Ce qui est jugé acceptable ou non à une période donnée, à un endroit donné. Par exemple, si demain vous apprenez que votre voisin a envoyé son fils de 7 ans se faire couper les couilles pour qu'il devienne une star à l'église, vous allez probablement être dégoûté, effrayé, voire vous allez appeler la police. Pourtant, si vous étiez dans la même situation au 17e, vous souhaiteriez probablement bonne chance à votre voisin pour la carrière de castrat de son enfant. C'est tout ça qu'englobe la morale. Maintenant, imaginez qu'aujourd'hui, ça rentre dans votre cadre moral, et que votre progéniture arrive à se faire une place dans l'industrie musicale. Eh bien, elle peut être confrontée à certains problèmes. On va parler un peu de sexualisation et d'abus sexuels. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces sujets, un timecode apparaît à l'écran pour passer à la partie suivante. Commençons par la bonne nouvelle, Disney. Les stars musicales de Disney ont toujours eu des images relativement saines et désexualisées parce que Disney visait un public jeune et voulait gagner la confiance des parents. La sexualisation sera utilisée plus tard par les stars, mais pour se détacher de l'image de Disney, à commencer par Miley Cyrus, la chanteuse derrière Hannah Montana. Pour sa carrière solo, elle a sorti le fameux Wrecking Ball, mettant en avant son corps. Il y a des passages où elle est nue dans le clip, mais c'était son choix de carrière et il était assumé. Mais en dehors de Disney, les problèmes commencent avec les paroles de certaines musiques. On va prendre un petit exemple français pour une fois, avec France Gall qui chantait innocemment Annie aime les sucettes, une chanson écrite par Serge Gainsbourg à double lecture et dont la deuxième lecture est explicitement sexuelle. Sauf que France Gall n'avait pas l'air d'être au courant. Expliquez-moi le texte des sucettes. C'est une petite fille qui aime bien les sucettes, qu'elle achète au drugstore pour quelques pennies. Oui. Hein? Et c'est tout, non? D'accord. Hein? C'est une situation qui se produira également dans des séries diffusées sur Nickelodeon, dans lesquelles par exemple Ariana Grande, alors âgée de 15 ans, a été vue dans des positions suggestives ou a chanté des paroles implicitement sexuelles. I'm thirsty. Si ça pouvait déjà se voir à l'époque de la diffusion de la série, les choses se sont empirées quand un documentaire appelé Quiet on Set a mis en lumière les comportements de Dan Schneider, un des producteurs des séries de la chaîne Nickelodeon, dont les tournages se passaient dans un climat, je cite, violent, conflictuel et parfois sexualisé, ce que Dan a reconnu lui-même. Ah, et bien évidemment, tout ça ne date pas d'hier. Vous vous rappelez de Shirley Temple, la première enfant star de l'ère moderne? I went to MGM for one picture, thank goodness only one. And when I got there with my mother, we were separated, and he was going to talk to me about a movie he wanted to put me in. I'm 12 years old, you know. And I thought he was a producer, but instead he was an exhibitor. And I'd never seen anyone naked before, except myself, so I had no clue. Et puis, il y a le cas Justin Bieber. Justin Bieber, on l'a vu à plusieurs reprises dans des situations publiques comme celle que vous venez de voir alors qu'il était âgé de tout juste 18 ans. Et puis il y a cette affaire avec P. Diddy qui est ressortie suite à l'arrestation du rappeur-producteur. Internet a alors retrouvé une vidéo qui a fait pas mal parler. We can't really disclose. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So and we gonna go. Cette vidéo a été reliée très vite à une interview plus récente de Justin Bieber. Yeah, I definitely feel protective of her. It was hard for me being that young and being in the industry. I just want to protect her, you know? Si beaucoup de théories ont émergé, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé pour lui, ni avec Diddy, ni potentiellement avec d'autres personnes. Tout ce qu'on sait, c'est que pour qu'il en arrive à pleurer en interview, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui a vraiment pas dû être facile. On touche là à un point crucial concernant les jeunes qui débarquent dans l'industrie musicale, l'entourage. Il peut littéralement faire basculer une carrière selon s'il est sain ou bien si une ou plusieurs personnes mal intentionnées le composent. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Et là aussi, le cas de Justin Bieber est assez parlant.
Baby a été pendant longtemps la vidéo la plus dislikée sur YouTube. Je ne sais pas si vous vous rappelez du niveau de haine contre Justin Bieber à l'époque, mais c'était assez violent, que ce soit de la part du public ou bien des médias. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul mineur à avoir reçu énormément de haine, parce qu'un youtubeur français de 15 ans avait aussi reçu son lot de problèmes. C'était Panda Moqueur à l'époque, aujourd'hui Sullivan Gwed, pour qui Internet avait fait une page Facebook appelant à lapider un Panda Moqueur place de la République, un jour précis, à savoir le 21 juin. Évidemment, à tout âge, c'est compliqué de gérer la haine de dizaines de milliers de personnes, mais en étant si jeune, c'est sûrement encore plus fragilisant. Et quand tu es fragilisé et que tu es dans une industrie très ouverte sur le sujet, tu peux être amené à tomber dans l'alcool et dans la drogue. When we were in the band, the best way to secure us, because of how big it got, was just lock us in our rooms. And of course, what's in the room? Minibar. Et c'est là que les addictions commencent. Pour supporter le rythme de vie ou la pression, très jeunes, des stars sont amenées à boire. Et tout ça, c'est très lié avec une autre chute évidente, celle de l'état de santé mentale. J'étais naïvement persuadée que dans les équipes des jeunes artistes, il y avait un psychologue. J'avais tort, visiblement. Ariana Grande, notamment, a exprimé la nécessité de faire accompagner les enfants stars par un psy et qu'ils soient suivis, tout simplement. Ça peut paraître idiot, mais si des adultes sombrent et font face à des problèmes d'addiction ou de santé mentale dans l'industrie, c'est difficile de penser que les enfants ou les préadolescents vont y échapper. Bon, peut-être que si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, vous vous dites que la solution n'est pas de prendre un psy, mais tout bonnement d'interdire aux enfants de fréquenter de près ou de loin l'industrie de la musique ou plus globalement l'industrie du divertissement. Et ça, vous pouvez le penser, vous pouvez le souhaiter, mais c'est pas demain la veille que ça va arriver. Mais rassurez-vous, il y a quand même des points positifs à tout ça. Déjà, premièrement, tout ça n'est pas au bon vouloir des parents et des producteurs. Il y a évidemment des lois. Mais alors, rapidement, comment la loi encadre-t-elle toutes ces pratiques ? En France, un jeune n'a théoriquement pas le droit de travailler avant ses 16 ans. Il existe donc un document spécial pour réguler le monde de l'audiovisuel, incluant la mode, le cinéma et la musique. Pour faire travailler des enfants dans ce cadre, il faut déjà détenir une autorisation administrative préalable auprès de la direction départementale de l'emploi. Ça veut dire qu'on peut vous autoriser ou non à travailler avec des mineurs. Cette autorisation peut aussi être suspendue par le préfet en cas d'urgence, c'est-à-dire de situations où la santé ou la moralité de l'enfant sont mises en danger. Un examen médical est imposé à l'enfant et est à renouveler à plus ou moins grande fréquence selon l'âge de l'enfant. Temps de travail et de repos sont définis. Au niveau de la rémunération, une part de la rémunération perçue par l'enfant peut être laissée à la disposition des représentants légaux. Le reste, appelé pécule, est versé directement par l'employeur à la caisse des dépôts. Aux États-Unis, c'est un peu plus complexe car il y a une loi fédérale, la Fair Labor Standards Act, qui détermine les grands principes sur le travail des enfants. Sauf qu'elle exclut tout le domaine du divertissement, laissant libre cours aux différents États de mettre en place des lois. Ce qui fait que certains États, comme la Californie, ont des règles très strictes et d'autres n'ont quasiment pas de règles du tout, comme l'Ohio. Mais tout ça peut évoluer. Les lois ne sont pas figées dans le marbre et la manière dont avance l'industrie non plus. Tout ça est mouvant et comme ça ne s'arrêtera pas demain, autant tout faire pour essayer de protéger les enfants stars. Et pour cause, je pense qu'il y a vraiment des choses positives à tirer pour les enfants stars. Déjà, tous les enfants ne le vivent pas mal, y compris dans leur vie d'adulte. Beaucoup sont infiniment reconnaissants du succès qu'ils ont connu ou connaissent encore. Et en réalité, ça c'est une hypothèse, mais ça a l'air d'être encore une fois une question d'entourage. D'entourage privé, la famille, les amis, mais aussi d'entourage professionnel. Quand je pense à ça, je pense notamment à Harry Styles, même si c'est un peu différent car il avait déjà 16 ans quand il a explosé. Il a aujourd'hui une des carrières les plus brillantes de ces dernières années, passant d'un boys band pop à une superstar mondiale en solo. A l'inverse, avant sa mort, paix à son âme, Liam Payne, qui était dans le même boys band qu'Harry Styles et qui avait le même âge quand il a percé, a beaucoup plus souffert. Il a même admis avoir été en cure de désintoxication à cause de ses problèmes avec l'alcool, il était en dépression. L'après One Direction a été très différent et dur pour lui et je pense que c'est entre autres une question d'entourage. Ses musiques, notamment, étaient particulièrement mal marketées. Également, si l'argent est bien géré, il y a aussi une sécurité financière qui permet à l'enfant star de vivre très
convenablement, de prendre des pauses et de faire des tests dans sa carrière s'il le souhaite, ce qui n'est clairement pas donné à tout le monde. On constate aussi que l'âge des célébrités dans la musique a évolué. Entre 16 et 18 ans, on demande à tous les adolescents de faire des choix qui auront un impact sur leur vie. Ça veut dire qu'actuellement, la société occidentale considère que des adolescents de cet âge sont capables de faire des choix raisonnables. Et puis un autre point, il faut être honnête. Un enfant qui commence très jeune à pratiquer une activité a beaucoup plus de chances de réussir professionnellement dans cette activité s'il le souhaite. Et c'est le cas dans tous les domaines. La musique, mais aussi le football, le cinéma et même les vidéos sur internet. Après, comme on en a parlé dans la partie sur les parents, il y a des manières de faire. C'est une question morale et la morale évolue, mais c'est aussi une question culturelle. Ici, on a parlé de la culture propre à la France, aux États-Unis et globalement à l'Occident. En Corée du Sud, par exemple, les enfants stars, c'est un business. J'en ai parlé dans ma vidéo sur la K-pop, mais on parle d'agences qui forment des centaines et des centaines d'enfants dès leur plus jeune âge, avec discipline et sévérité, et c'est pas un scandale là-bas. C'est un business légal et parents et enfants sud-coréens y contribuent. Bref, il n'a jamais été question nulle part d'interdire aux enfants d'accéder à l'industrie de la musique ou à l'industrie du divertissement. Je pense cependant qu'on peut simplement rendre meilleur leur parcours au fil du temps. La proposition d'Ariana Grande, par exemple, que chaque enfant propulsé dans l'industrie du divertissement soit suivi par un professionnel de la santé mentale, me semble être une solution à la fois assez applicable et surtout positive pour s'assurer du bien-être des enfants et adolescents dans le milieu. Et aussi s'en assurer aussi bien quand ils sont en pleine ascension que quand ils sont en pleine redescente. Et ça limiterait peut-être un peu le risque de certaines catastrophes. I was worried how far my rock bottom was going to be. Where's rock bottom for me? I mean, I don't even know if I hit it yet. Media in Argentina that former One Direction star Liam Payne has been found dead at a hotel in Buenos Aires in Argentina. Un grand merci à CyberGhost d'avoir soutenu la chaîne cette année, le lien est en description si vous voulez profiter de leur offre. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.